Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Coin Recherche. Aujourd'hui, épisode L de notre saison 1 concernant la retrouvabilité de Jordan de certaines sous-catégories de modules sur des algèbres aimables. Il s'agit de l'antépénultième épisode de la saison, ça m'amuse de dire ce mot, donc c'est avant-avant-dernière. Voilà, on arrive vraiment à la fin, donc jusqu'ici j'ai pu quasiment tout vous montrer concernant cette thématique générale qui était de vous présenter ce que sont les algèbres de chemin, de vous montrer ce que sont les représentations et le lien avec les modules, donc représentation sur l'algèbre sur le carquois en fait, et qui est lié à des modules sur l'algèbre des chemins. Je vous ai également parlé de l'algèbre aimable, qu'est-ce que ce sont les algèbres aimables et les carquois aimables, puis les représentations sur un carquois aimable qui se décrivent avec la combinatoire des cordes et des bandes, ainsi que les morphismes qui existent entre les représentations. Et puis, lors du dernier épisode, je vous ai introduit la notion de retrouvabilité de Jordan. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit raffinement de cette notion de retrouvabilité de Jordan, car lors de la fin de l'épisode, je vous ai expliqué que jusqu'ici, en tout cas, je n'ai à aucun moment montré ou mis en lumière comment on pouvait tenter de retrouver la représentation avec laquelle on était parti, connaissant une donnée de Jordan, qui serait une donnée de Jordan générique d'une certaine représentation. Et là, le but d'aujourd'hui, de ce raffinement, c'est de vous expliquer comment on peut faire. Alors pour cela, on va travailler avec un exemple, et puis on va revoir cette notion de donnée de Jordan générique, et puis à travers un nouvel exemple, un peu différent de celui qu'on avait vu la fois dernière. Et avec cet exemple, on va voir comment on peut retrouver la représentation à isomorphisme près avec laquelle on est parti. Et on verra qu'en effet, ça fait appel à une notion un tout petit peu plus forte que juste la retrouvabilité de Jordan. Donc, c'est parti pour l'exemple. Je vous propose le carquois aimable suivant. Donc 1, 2, 3, comme ceci, avec une relation, alors je vais la faire en jaune. Voilà. Alors je rappelle que ça signifie que je considère l'algèbre des chemins de ce carquois, donc l'algèbre des chemins de ce carquois, ça donne l'algèbre engendrée par les chemins paresseux. Ça va me permettre de faire du rappel sur l'ensemble des épisodes. La flèche alpha, pour ainsi dire l'ensemble des épisodes, la flèche bêta et la flèche bêta alpha, ça c'est l'algèbre des chemins, et je quotiente par un idéal. Ici l'idéal est engendré par le seul chemin de longueur 2, qui est bêta alpha, et ce que je fais, c'est que je quotiente, donc mon algèbre aimable, c'est le quotient de ces deux choses. Donc en fait, ça va être engendré par E1, E2, E3, alpha, bêta, si on préfère. E1, E2, E3, alpha, bêta, mais on impose la condition que bêta alpha égale 0. C'est ça qui se passe quand on quotiente par l'idéal. Ok, et donc c'est bien une algèbre aimable, on avait vu les conditions ensemble, concernant le nombre de flèches qui doit rentrer dans chaque sommet, etc. etc. Je ne vais pas reparler de tout ça. Je vais maintenant me donner une représentation particulière de ce carquois. Alors, prenons la représentation suivante. Voilà, et puis disons, là on envoie sur la première composante, et ici, la dernière composante est envoyée comme un scalaire, donc on regarde la dernière coordonnée si on veut. On peut s'assurer que c'est bien une représentation, car je vous rappelle qu'une représentation pour une algèbre aimable, il faut qu'on prenne un espace vectorien à chaque sommet, que l'on prenne une application linéaire en chaque flèche, et de plus que la composition des flèches va à 0 si cette composition, si le produit des deux flèches en fait est dans l'idéal, ou ça nul. Ok, alors on a ça, très bien. Une représentation, on peut la décomposer, donc c'est ce que je vais faire, je vais tout de suite vous donner la décomposition. Donc la décomposition, on a cette représentation-là. Le 1 signifie que j'ai mis identité, si vous préférez. En somme directe avec le simple,
qui est en somme directe avec cette représentation-là. Ce que j'appelle simple, c'est les représentations qui sont à support, donc qui ont un espace vectoriel de dimension 1 exactement à un seul sommet, c'est tout. Donc voilà, donc cette représentation peut se décomposer de cette manière-là. Et puis maintenant, je vais vous réexpliquer comment on obtient la donnée générique de Jordan. Ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de décrire tous les endomorphismes nilpotents que l'on peut se donner pour une représentation X telle que l'on s'est donné. Donc, je rappelle que se donner un morphisme de représentation, hop, c'est, donc bon, je réécris pas les morphismes, mais c'est exactement se donner une collection de morphismes. Donc là, je vais regarder des endomorphismes nilpotents. Okay. C'est se donner une collection de morphismes de façon à ce que tous les carrés que vous voyez ici sont commutatifs. D'accord? Donc pour n'importe quelle flèche alpha, on peut écrire la relation à vérifier comme ça en termes de carrés commutatifs. Bon, très bien. Alors pour décrire les endomorphismes nilpotents que je peux avoir, hein, donc je vais faire ça, hein, soit n égale n1, n2, n3, un endo nilpotent de x. Et puis, pour décrire cet endomorphisme nilpotent, ce qu'il faut, c'est que je décrive tous les choix que je peux donner pour n1, pour n2, pour n3. On peut tout de suite noter que n1 et n3 sont automatiquement nuls. Pourquoi? Parce que si vous cherchez une application nilpotente, un endomorphisme nilpotent pour un espace vectoriel de dimension 1, je pense que vous pouvez remarquer tout de suite que vous n'avez pas le choix, puisque le noyau ne doit pas être nul. Hein. Donc vous n'avez pas le choix, il faut que ce soit l'endomorphisme nul. Ok. Et puis maintenant, tout ce qui va être intéressant ici, c'est de regarder l'endomorphisme nilpotent au sommet 2. Ok. Alors pour l'étudier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner des bases. Hein, donc je rappelle la méthode, on se donne des bases pour chacun des sommets 1, 2, 3, hein, pour chacun des espaces vectoriels pour chaque sommet 1, 2, 3. Et on va les prendre, on va prendre ces bases de manière à ce que ce soit adapté à la décomposition que je viens de donner. C'est-à-dire que je vais prendre x qui va être envoyé vers y1, je vais prendre y2 tout seul, et y3 qui va être envoyé vers z. Et x engendre l'espace vectoriel au sommet 1, y1, y2, y3 engendre l'espace vectoriel au sommet 2, et enfin z engendre l'espace vectoriel au sommet 3. Ok, et puis maintenant je me pose la question des carrés commutatifs à respecter. Et donc si je me pose cette question, je vois que x, je sais que x était envoyé vers 0 hein, par l'endomorphisme nilpotent. Donc j'ai pas le choix, il faut que je sois envoyé vers 0. Ok, donc j'ai déjà que n2 de y1 vaut 0. Ok. Ensuite, si je m'intéresse à ce qui peut se passer pour y3, ou y2, peu importe, à vrai dire, mais si je m'intéresse à ce qui se passe pour y2, je vois que y2 va être envoyé vers 0 par la flèche, donc je vais peut-être donner des noms à mes morphismes, je vais l'appeler x alpha, x bêta, les morphismes en jeu. Donc là, c'était x alpha que j'ai regardé. Maintenant, je vais regarder x bêta. Je vois que y2 est envoyé vers 0. Et donc, par endomorphisme nilpotent, c'est envoyé vers 0. Et y2 va être envoyé vers n2 de y2. Et je me rends compte que n2 de y2 doit appartenir au noyau, hein, d'accord, du morphisme. Donc, on voit que n2 de y2 appartient au noyau de x bêta. Et c'est la même chose pour y3. Hein. Donc y3 pareil, y3 est envoyé vers z, z est envoyé vers 0. D'accord, donc z est envoyé vers 0. Et donc automatiquement on a le même genre de carré commutatif, donc ça veut dire que n2 de y3 doit être dans le noyau de x bêta. Et le noyau de x bêta, il est engendré par y1 et y2. Okay, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que n2 de y2, a priori, je peux l'écrire comme petit a fois y1 plus petit b fois y2. Et puis n2 de y3, je peux l'écrire comme a fois y1, pas a, c fois y1 plus d fois y2. Mais le b fois y2, en fait, on se rend compte que b doit valoir 0.
je vais effacer un petit peu pour avoir de la place. Mais on peut se rendre compte que si je fais n2 au carré de y2, je m'en trouve avec b fois n2 de y2. Et donc si n2 de y2 est non nul, et ben je me rends compte que n2 de y2 devient un vecteur propre pour la valeur propre b, sauf que les valeurs propres pour un endomorphisme nilpotent, c'est automatiquement 0. Ok, donc b vaut 0, et de manière générique, si je fais un choix assez générique, a et b, donc quand je dis un choix générique, ça veut dire que en général, si je choisis n2 de y2 non nul, je vais obligatoirement avoir b égale 0. Ok, alors donc toute cette description me permet d'écrire que les endomorphismes nilpotents peuvent s'écrire sous la forme matricielle comme ci suit. Donc j'ai une matrice nulle de dimension 1, j'ai une matrice qui va s'écrire comme ceci, donc y1 est envoyé vers 0, y2 est envoyé vers un multiple de y1, donc j'ai a 0, 0, et enfin y3 est envoyé vers c fois y1 plus d fois y2. Donc voilà, de manière générique, j'ai cette matrice-là au sommet 2, et au sommet 1, la matrice nulle à nouveau. Et puis maintenant, je me pose la question, s'il existe un ensemble ouvert dense, parmi tous les éléments que je peux choisir dans l'ensemble des matrices qui sont des matrices qui donneront donc des endomorphismes nilpotents de X, s'il y a un ouvert dense dans lequel toutes les matrices nilpotentes vont être semblables à des blocs de Jordan particuliers. Ici, c'est le cas. Donc quand je dis qu'il existe un ouvert dense, ça veut dire en gros que je choisis aléatoirement. Et quand je choisis aléatoirement, ce qui peut se passer, c'est que globalement, je peux avoir A non nul, D non nul. Et ces conditions-là, c'est ça qui va me définir l'ouvert dense. D'accord, l'ouvert dense, voilà. Et donc, ça, je me rends compte que si je pose donc A différent de 0, D différent de 0, je me retrouve avec quelque chose qui va être semblable à ce que j'écris maintenant. Voilà. Et donc, ce que je garde en mémoire, c'est la taille des blocs de Jordan en jeu. Et donc, j'en déduis que la donnée de Jordan générique de X, ça va être 1, 3, 1. D'accord, je rappelle que j'écris les partages au sens où j'ordonne les tailles des blocs de Jordan dans l'ordre décroissant. La taille des blocs de Jordan qui apparaît pour chaque forme de Jordan de chaque matrice. Okay, donc ça, c'est la donnée générique de Jordan. Pour rappel, comment on le construit, etc. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est, étant donné ça, est-ce qu'on est capable de retrouver la représentation? Je vais vous expliquer comment on peut s'y prendre. Donc, c'est parti, je vais prendre soit Y, une représentation. Là, vous voyez que là, je ne vais pas me restreindre à rien du tout. Je n'ai pas de données de catégorie, rien du tout. Je ne me restreins pas du tout, je prends juste parmi les représentations du Carquois et j'impose que, la donnée générique de Jordan, de Y, ce soit la même que celle de X, c'est-à-dire celle-ci. On peut remarquer tout de suite que les tailles de blocs de Jordan donnent automatiquement les dimensions des espaces vectoriels qui sont en jeu pour chaque sommet. C'est-à-dire que Y, je peux déjà écrire il va être isomorphe à quelque chose dans ce goût-là, avec Y alpha et Y bêta qui restent à déterminer. Ok. Bon, alors pour déterminer ce qui se passe pour Y alpha et Y bêta, ce que je vais faire, alors si on se souvient bien, ici, j'avais la décomposition de ma représentation, et ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris une base adaptée à cette décomposition. Là, je vais procéder un peu de la même manière, sauf que ici, la seule donnée que j'ai, c'est la donnée de la forme de Jordan générique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un endomorphisme nilpotent qui a exactement cette forme. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre une base adaptée à l'endomorphisme nilpotent. Vous allez voir dans un sens ce que j'entends par là. Donc c'est-à-dire, je prends soit N, N1, N2, N3, okay, un endo nilpotent de bonne forme. Voilà. Alors je vais effacer un petit peu, je vais juste garder X pour qu'on voit à quoi on devrait, avec quoi on devrait terminer.
Ok? Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre, donc j'ai x, j'ai qu'un seul élément à prendre dans la base, et ce x, il est envoyé automatiquement vers 0. Donc voilà, hop, ma base adaptée pour le sommet 1, il n'y a pas grand chose de réjouissant. Mais par contre pour le sommet 2 c'est intéressant. Donc là la taille du bloc de Jordan c'est 3, donc ça veut dire que je peux prendre une base de façon à ce que le premier élément de la base est envoyé vers le deuxième élément de la base, qui est envoyé vers le troisième élément de la base, qui est envoyé vers 0. D'accord? Donc là chacune des flèches correspond à une application de l'endomorphisme nilpotent. Donc N2, N2, N2. Et puis vous avez ensuite Z qui est envoyé vers 0 par l'endomorphisme nilpotent N3. Si il y avait plusieurs tailles de blocs de Jordan, donc si par exemple le premier c'était 3, le deuxième c'était 2, et ainsi de suite, j'aurais fait Y1, Y2, Y3 comme ça, puis ensuite j'aurais fait Y4 est envoyé vers Y5 est envoyé vers 0, puis ensuite j'aurais fait Y6 est envoyé vers Y7 est envoyé vers 0, puis Y8 est envoyé vers 0 par exemple, voilà. J'aurais continué à faire des chaînes comme ça concernant les endomorphismes nilpotents en jeu. Ok, et maintenant je me pose la question, ok, vers quoi doit être envoyé X pour que les carrés commutatifs soient respectés? Et je me rends compte que X ne peut pas être envoyé vers Y1, parce que s'il est envoyé vers Y1, on voit que le carré commutatif n'est pas respecté, puisque je devrais valoir 0. Pareil si je l'envoie vers Y2, par contre si je l'envoie vers Y3, là ça marche. Donc je vois que, de manière générale, X doit être envoyé vers un multiple de Y3 par le morphisme Y alpha. Pareil, même réflexion, si j'envoie Y1 vers Z, là j'ai pas de restriction a priori, donc rien ne m'en empêche. Par contre, je peux remarquer que Y2, je peux pas l'envoyer vers Z à cause du carré commutatif qui ne serait pas respecté. Pourquoi? Parce que là, Y2, c'est un élément qui est dans l'image de l'endomorphisme nilpotent, et si c'est dans l'image de l'endomorphisme nilpotent, ça voudrait dire qu'il faudrait au moins descendre d'un cran. Donc il y a un problème. Donc voilà, on voit que Y1 doit être envoyé vers un multiple de Z, et puis Y2 et Y3 sont renvoyés vers 0. Donc voilà, donc si je récapitule un petit peu, je viens de montrer que Y alpha de X, ça vaut un certain multiple de Y3, et Y bêta de Y1 est envoyé vers un certain multiple de Z, et Y bêta de Y2, c'est la même chose que Y bêta de Y3, et il est envoyé vers 0. Alors vous pouvez remarquer tout de suite quelque chose qui peut être assez étonnant, parce que je vous rappelle qu'on a fait quand même, la seule restriction qu'on a c'est l'endomorphisme nilpotent, et respecter l'endomorphisme nilpotent. Vous pourrez remarquer quand même quelque chose, c'est que la composition de Y alpha et de Y bêta vérifie automatiquement le fait que cette composition vaut 0. C'est quand même assez étonnant, parce que j'ai pas du tout dit que je voulais respecter ça. Alors, depuis le début, j'ai juste demandé à respecter cette forme d'endomorphisme nilpotent. J'ai à aucun moment dit je veux en plus de ça respecter la relation. Là, c'est automatique. Je respecte la relation. C'est quand même assez étonnant, je pense. Donc voilà, c'est pas mal. J'ai même pas besoin de dire je dois vérifier la relation est déjà vérifiée. C'est gratuit. Et puis maintenant, je refais la même chose que ce que j'ai fait pour l'endomorphisme nilpotent, là, la forme générique. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, après, je choisis aléatoirement des valeurs de A et de B, et je me pose la question, à quelle représentation est-ce que ça va être semblable? D'accord? Alors ici, le choix aléatoire, l'ensemble ouvert dense, si on préfère, qui est présent dans l'ensemble des représentations qui ont la même forme générique de Jordan que X, et bien là, je peux trouver, si je prends A différent 0 et B différent 0, on peut utiliser des isomorphismes de façon à ce que le A devienne égal à 1 et le B devienne égal à 1, et on se rend compte qu'on retrouve la représentation X de départ à isomorphisme près. Voilà, donc c'est quand même assez surprenant, on a réussi à retrouver X en jouant sur le fait qu'on trouvait un ouvert dense dans lequel toutes les représentations de cet ouvert dense sont semblables à la représentation X de départ. Alors je vais faire une remarque tout de suite. Si j'étais parti, parce qu'on a eu, je pense, l'occasion de rencontrer ce genre de choses, mais si j'étais parti avec la représentation, donc si j'avais pris Z, remarque, si
Si j'avais pris Z comme étant la représentation donnée par cette chose-là, mais cette fois-ci, les morphismes, je les mets nuls. Eh bien, on peut se rendre compte que la forme de Jordan générique, il suffit de refaire un petit peu le calcul que j'ai fait il y a quelques instants, la forme générique de Jordan de Z, bah, ça va être la même. Et donc, bah, comme tout le procédé ne dépendait que de la forme de Jordan générique, bah, la conclusion serait la même. Ça voudrait dire qu'à la fin, par la même procédure, nous n'aurions pas retrouvé Z, mais X. Et évidemment, X n'est pas isomorphe à Z, hein, parce que là, vous utilisez des morphismes nuls ici, alors que les morphismes que nous avions n'étaient pas nuls. D'accord? Donc, c'est pas une méthode qui marche à tout le temps, hein, d'accord? Et on voit qu'il y a des conditions qui vont être posées avec ces histoires de flèches, hein, a priori. C'est assez... faut vraiment se dire ça. Donc ça, c'est une première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que là, on a une question d'existence d'un ensemble ouvert dense, hein, donc le fait de faire un choix aléatoire et que voilà. Eh bien, là, on a le fait qu'il existe un ensemble ouvert dense parmi les représentations qui ont la même forme de Jordan que X, et dans lequel dans cet ouvert, toutes les représentations sont isomorphes. C'est quand même une condition plus forte, puisque j'ai jamais demandé ça pour être trouvable de Jordan. D'accord? Donc, ça demande des conditions plus fortes. Ok? Et donc, bah, c'est ça, la canonique retrouvabilité de Jordan. Je vais maintenant donner la définition de canonique retrouvabilité de Jordan. La définition, on va dire, assez propre de ce que ça veut dire. Mais c'est grâce à cette notion qu'on peut, en tout cas, donner une procédure pour retrouver la catégorie, retrouver la représentation que nous avions au départ. Donc, définition. Une catégorie C, donc une catégorie, vous pouvez le voir comme collection de représentations qui doit être pleine et satisfaire quelques conditions supplémentaires dans lesquelles je ne vais pas aller, mais vous voyez les catégories comme étant engendrées par des représentations indécomposables, comme j'avais donné des exemples la dernière fois, hein, on va essentiellement rester qu'avec ce type d'exemple. Donc une catégorie C édite canoniquement retrouvable de Jordan, canoniquement retrouvable de Jordan, si et seulement si pour tout X dans la catégorie, n'importe quelle représentation dans la catégorie, il existe un oméga ouvert dense dans l'ensemble des représentations du carquois qui ont la même forme de Jordan générique que X. D'accord? Donc cette notation, c'est pour dire je regarde les représentations du carquois qui ont la même forme générique que X. Ok? Donc, il existe un ouvert dense dans cet ensemble tel que pour n'importe quel Y dans cette ouvert dense, eh bien Y est isomorphe à X. Ok. Bon, alors, quelques exemples. Alors, quelques exemples. Bah, si je prends la catégorie engendrée, donc si je reprends mon carquois là, 1, 2, 3, alpha, bêta, et je prends une relation ici. Et si je prends les représentations indécomposables que nous avons vues il y a quelques instants, alors pas plus, je vais juste mettre
additivement généré par ces choses-là. Donc 0, K, 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je prends toutes les représentations qui peuvent s'écrire comme A fois cette représentation-là, somme directe avec B fois cette représentation-là, somme directe avec C fois cette représentation-là. D'accord, c'est une autre façon de dire. Et bien cette catégorie-là, elle est canoniquement retrouvable de Jordan. Maintenant, si je prends la catégorie additivement générée par les simples, et puis 0, 0, K, et bien celle-ci, elle est retrouvable de Jordan, mais pas canoniquement. Donc l'exemple Z que j'ai donné tout à l'heure, justement, peut s'écrire comme cette représentation simple là, plus 3 fois la représentation simple au milieu, plus la représentation simple au sommet 3. Ok, tout à l'heure c'était ça, Z, et avec Z, bah, on est tombé sur une autre représentation. Il peut se passer encore pire que ça, on peut se retrouver dans une situation où il n'y a même pas un ouvert dense qui prédomine, notamment dans cette catégorie-là. Si par exemple je prenais, je vais changer de représentation, je vais prendre une représentation, alors il faut que je trouve juste un nom, disons U, donc si je prends la représentation U, définie par la somme des simples, donc ça peut s'écrire comme ça directement, ok. Eh bien, la forme générique de Jordan, de U, c'est directement 1, 1, 1. Mais le problème, c'est que si je cherche à retrouver la représentation, étant donné sa forme sa donnée de Jordan générique, eh bien, je vais avoir un problème, parce qu'en effet, si je prends Y dans REP-Q de GenJF là, voilà, ben je sais que Y va être isomorphe à quelque chose de ce genre-là. Alors là, je mets petit a et petit b pour dire que A et B ce sont des réels quelconques, enfin des complexes, pardon, parce que le corps est algébriquement clos, encore une fois, j'ai oublié de le dire, mais autant travailler avec K égale l'ensemble de complexes. Mais voilà, donc une représentation de cet ensemble peut s'écrire de cette manière-là. Il n'y a aucune condition par l'endomorphisme nilpotent, puisque l'endomorphisme nilpotent est automatiquement nul. Il n'y a pas absolument aucune condition. Mais par contre, là vous voyez qu'il y a un problème parce que, de manière générique, la relation qui dit que, je vous rappelle, dans ce carquois-là, la relation, on dit que la composition des deux fonctions ici doit valoir 0. Donc vous voyez que là, il y a un petit problème, puisque dans ces conditions, il faut que soit A égale 0 ou B égale 0. Et dans ce cas-là, aucun des deux ensembles, donc si A égale 0, on sera isomorphe à... donc ça veut dire qu'on a deux représentations qui peuvent ressortir, soit celle-ci, si B égale 0, ou alors celle-ci, si A égale 0. Ok? Mais les deux représentations qui sont ici ne sont pas isomorphes, d'accord, d'une part, et d'autre part, aucune des deux conditions ne donnera un ouvert dense, puisque pour que ce soit un ouvert dense, il faudrait que le coefficient qui se trouve pour l'autre flèche, pour n'importe lequel des deux représentations, le coefficient qui se trouve pour l'autre flèche doit être non nul. Donc il n'y a pas d'ouvert dense. Donc il n'est même pas possible de revenir en arrière, celui-là. Enfin, de revenir en arrière, au sens où il n'est même pas possible de définir une représentation, un choix générique, si on veut, pour une donnée de Jordan comme ici. Pas d'ouvert dense. Voilà. Ok. Il peut se passer même encore pire que ça, je vais peut-être faire juste cet exemple-là aussi. Il peut même se passer encore pire que ça. Je vais donner un autre exemple, je vais prendre le carquois
de Kronecker, qu'on a déjà rencontré à quelques reprises. Donc si je prends le carquois de Kronecker, et je prends x comme étant la représentation donnée comme ceci, la forme de Jordan, c'est toujours une forme de Jordan assez facile à voir, là, donc on a 1, 1. Et puis donc si je prends une représentation y qui a la même donnée de Jordan, et bien là cette fois-ci je vais me retrouver avec une infinité de classes d'isomorphisme qui pourraient être de bons candidats. Je vais me retrouver avec, en effet cette représentation-là donne une classe, mais j'en ai aussi d'autres, j'ai aussi toutes celles qui sont données par ce type de représentation là, avec lambda dans le corps non nul. Et là, ce qui est important, c'est que chaque valeur de lambda donne une classe d'isomorphisme distincte. D'accord? Donc c'est vraiment, horrible comme situation là. D'accord? Donc on se retrouve vraiment avec quelque chose là de très fort. Ok, donc là on a plein de classes et chaque valeur de lambda donne une valeur de classe différente. Donc ça signifie bien que on n'a pas d'ouvert non plus ici. Ok. Donc ça c'est bon. Donc voilà, alors oui, il y a quand même une chose là-dedans, c'est que une catégorie est, si elle est canoniquement retrouvable de Jordan, alors elle est retrouvable de Jordan. Ça c'est quand même bien. Mais il faut vraiment, avec ces exemples, j'espère vous avoir mis en avant que le fait d'être canoniquement retrouvable de Jordan, c'est quelque chose de plus fort que d'être retrouvable de Jordan. D'accord, donc, mais par contre, c'est intéressant de savoir qu'une catégorie canoniquement retrouvable de Jordan est retrouvable de Jordan. Ok, c'est un peu évident en partant de la définition que j'ai donnée. Hein. Normalement, ça devrait plus ou moins couler de source. Mais voilà. Donc voilà, alors c'est ça la notion un tout petit peu plus fine qui va me permettre, étant donné une donnée de Jordan générique, de retrouver la représentation. Donc, pour l'épisode suivant, je vous introduirai des classes de catégories particulières, qu'on appelle les classes de catégories qu'on note en général CQM. Okay, donc ça va être des catégories qui vont être données par rapport au carquois et par rapport à un sommet M. Et puis je vous montrerai à travers quelques exemples ce que c'est, les notions qui sont derrière ça. Donc il y a une notion aussi de minusculité. C'est un peu moche à dire, mais minuscule. Bon, plutôt voilà, on dit qu'un sommet minuscule. Hein, il faudra que je vous introduise cette notion de sommet minuscule. Et on verra que cette notion-là, elle peut aider à nous permettre de trouver quelles sont les catégories CQM, ces catégories-là que je n'ai pas encore introduites, mais que je vous introduirai donc au prochain épisode. Ces catégories-là permettra de savoir lesquelles sont retrouvables de Jordan, lesquelles sont canoniquement retrouvables de Jordan. Okay, donc ça va être vraiment... donc il y a la notion minuscule, et il va y avoir d'autres notions liées à la combinatoire, parce que le fait d'être minuscule ne suffira pas pour décrire toutes les catégories qui sont retrouvables de Jordan ou canoniquement retrouvables de Jordan, dans le cas aimable. Et puis voilà, je pense que j'arrêterai sur cette explication à l'aide d'un petit jeu et de quelques explications supplémentaires. Et après il restera ensuite le tout dernier épisode où je vous ferai, comme je l'ai dit, un exposé, comme en séminaire, avec des diaporamas, etc., qui retraceront tout ce qu'on a pu dire sur cette notion, sur les notions que j'ai introduites au fur et à mesure. Et puis voilà, j'exposerai également les résultats et les quelques questions qu'on pourrait se poser, même si, bon, je me doute bien que là, les questions que je vais vous poser, ça pourrait pas forcément être très compréhensible. Déjà, je félicite
fortement les étudiants qui se sont lancés à suivre ces vidéos de coins recherche qui ne sont peut-être pas si faciles que ça à comprendre, etc. Et ça, je me doute bien que ça ne doit pas être très facile à suivre. Mais j'espère vous avoir rendu la chose un peu plus agréable au maximum, même si là, on arrive à des choses. Là c'est, disons, j'ai envie de vous dire, les 2 épisodes que je viens de donner là, c'est la partie la plus difficile en fait. La notion de retrouvabilité de Jordan, c'est là la partie la plus difficile de tout ce que j'ai pu exposer. Et là, alors là, en plus, la canonicité, c'est encore... voilà, enfin, je veux vous faire comprendre que c'est normal que ce soit difficile à comprendre, que ce soit difficile, etc., à assimiler ou des choses comme ça. C'est normal parce que là, on arrive à des choses assez pointues et c'est comme ça que ça marche, la recherche. On va dans des choses de plus en plus pointues afin de trouver des résultats. Donc, c'est exactement ce qui se passe ici. Là, plus on a avancé dans les exposés, plus on s'est amené à des notions qui étaient de plus en plus pointues. Et là, cette notion de retrouvabilité de Jordan, c'est là la notion la plus pointue, j'ai envie de vous dire, dans l'ensemble de tout ce que j'ai exposé. L'exposé que je donnerai, donc la prochaine vidéo que je donnerai la semaine prochaine, ça devrait être un peu plus léger, puisqu'on travaillera avec un type de catégorie particulier, on essaiera de comprendre ce que c'est exactement ce type de catégorie, et on fera quelques exemples. Donc ça permettra à nouveau peut-être d'assimiler tout ce qu'on a pu raconter, tout ce que j'ai pu raconter, et tout ce que vous avez pu voir autour de ce que j'ai bien voulu vous exposer. Et puis voilà, après il restera le tout dernier épisode, et là je pense que avec tout ce que je vais expliquer, normalement vous devriez être un minimum opérationnel pour suivre l'ensemble du séminaire. Ok, voilà, sur ce, j'arrête ici la vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions et autres, si vous en avez, même des retours concernant les épisodes, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager la vidéo s'il y a d'autres camarades qui pourraient être intéressés et que vous connaissez, qui pourraient être intéressés par ce type de vidéo ou par le reste du contenu de la chaîne. Et puis sur ce, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour le nouveau numéro du Petit Exode Call. Voilà, salut à tous!